Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue à ce premier Indie Club du mois d'avril. Ça fait longtemps qu'on s'est pas retrouvés. Donc je suis hyper contente que les Indie Clubs reprennent en force sur le mois d'avril. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Jean Roman, qui est donc l'invité du jour. On en aura pour environ 30 minutes environ. L'idée, c'est voilà, de traiter un sujet, de décrypter surtout trois concepts de manière assez efficace avec des exemples concrets et ensuite de pouvoir répondre à vos questions sur le sujet. Bonjour Robert, bonjour Anuela. Donc, vous avez le chat à disposition donc en bas à droite, qui est votre moyen de communiquer avec nous. Bonjour Edwige, donc Edwige qui est une alumni, par exemple, d'une formation Indigo. Et je vous laisse voilà, vous présenter. Et je vais vous partager également un sondage. Donc, vous allez voir en bas à droite. Tac. Donc, vous pouvez répondre, c'est donc pour nous dire voilà, ce que vous faites dans la vie. Quel type de job. J'ai mis quelques propositions. Donc, si vous voyez que votre travail n'est pas dedans, vous pouvez mettre autre et nous dire dans le chat ce que vous faites. Et puis même, de manière générale, nous dire d'où vous venez. Si c'est de Paris, de Bordeaux, de Nantes, de l'étranger. Comme ça nous permettra de savoir un peu qui est avec nous pendant cette prochaine demi-heure. Bonjour Gwenola. Trop bien, je vois des noms que je connais. On va commencer tranquillement, ça laissera le temps au dernier voilà, pour nous rejoindre. Donc voilà, donc le sujet du jour, donc décryptant le climat neutre en carbone, net zéro ou climat positif. Donc on va traiter ce sujet avec Jean Roman, qui est donc chef de projet stratégie bas carbone chez Two Value, qui va se présenter un peu plus en détail après. Et je vais faire pareil, je vais vous dire pour ceux qui me connaissent pas, qui ont jamais fait d'Indie Club, qui je suis. Donc moi je m'appelle Oriane et donc je suis responsable pédagogique chez Indigo. Donc Indigo qui est une des 4 écoles de Maria Schools. Donc Maria Schools, c'est un campus d'école qui forme les professionnels aux compétences de demain, donc soit des compétences plutôt liées à la durabilité ou aux compétences aussi liées au sujet de la tech. Donc on a 4 écoles, on a donc Indigo qui est celle que je représente aujourd'hui, Maestro qui est l'école de la tech et du no-code, Lyon qui est l'école plutôt de l'ère entrepreneuriale, donc comment on est entreprenant dans sa vie quotidienne, et Hiro, qui est l'école du storytelling et du copywriting. Donc, en tout, on a formé 6000 personnes et environ 80 clients corporate. Pourquoi aujourd'hui on va parler de sujets carbone et de net zéro, de neutralité carbone et climat positif? C'est parce que aujourd'hui, piloter une stratégie climat, c'est un must-have dans les entreprises. Si vous êtes là aujourd'hui, c'est que vous êtes concerné. Et donc, avant de piloter une stratégie climat, c'est pas mal de savoir déjà ce que les mots veulent dire et de pas se tromper. Donc, de bien comprendre les concepts et les limites aussi de ces concepts. Donc, on sait aujourd'hui qu'il y a 67% des managers en développement durable qui manquent d'effectifs. Donc, nous, notre mission du coup chez Indigo, c'est de former ces futurs managers. On sait aussi qu'il y a une pression réglementaire qui arrive et qu'en 2026, donc la CSNA a déjà commencé à être mise en place cette année pour les entreprises de plus de 500 salariés. Et en 2026, ça va être les entreprises de plus de 250 salariés qui vont devoir rattraper leur retard en publiant un rapport de durabilité dès 2026. Et enfin, on sait que voilà, les embauches au sein des équipes de développement durable sont en train d'augmenter. Donc, ce qui est une super nouvelle parce qu'on sait qu'il y a des opportunités qui sont en train de se créer au fur et à mesure. Donc, c'est de 5% entre 2022 et 2023. J'ai pas encore les chiffres pour l'année à venir, mais on sait que c'est une tendance qui augmente. Du coup, nous, dans le sens voilà, de tout ça, des opportunités et du besoin des équipes, on a du coup créé un bootcamp dont je vous parlerai plutôt à la fin, qui forme au métier de responsable RSE, qui est un bootcamp qui est sur 10 semaines et qui vous donne justement toutes les clés pour se former à ce métier. Et donc voilà, je vous en montrerai un petit peu après. Mais l'idée, c'est vraiment d'avoir une formation qui est concrète, qui est rapide, qui est courte dans le temps. Et surtout, vous êtes formé par des experts métiers
qui vous présentent et qui vous font travailler sur des cas pratiques que eux connaissent et qu'ils ont au quotidien. Du coup, on va traiter aujourd'hui un sujet. L'idée, c'est de traiter cette problématique en 2 épisodes. Aujourd'hui, ça va être plutôt de se concentrer sur les concepts et de bien les définir et de bien les comprendre. Et on vous proposera, un 2e épisode début mai sur les risques d'une mauvaise utilisation de ces termes et qu'est-ce qu'on peut dire du coup dans son entreprise pour ne pas se faire épingler. Du coup, je laisse la parole à Jean et Jean, du coup, je te laisse déjà te présenter. Merci beaucoup Oriane et bonjour à tous. Donc effectivement, pour me présenter très rapidement, moi je travaille chez Tuvalu depuis 2 ans et demi. Et j'accompagne les entreprises sur 3 grands sujets que sont la RSE, le bilan carbone et l'après-bilan carbone, avec la stratégie bas carbone. Et à côté, je fais aussi un peu de recherche, notamment sur la stratégie bas carbone et quelles sont les méthodologies aujourd'hui utilisées, et quels sont leurs points forts, points faibles sur les définitions de stratégie bas carbone en entreprise. Donc ce sujet stratégie bas carbone, normalement, je le connais bien. Et donc, chez Tuvalu, globalement, on développe un logiciel de reporting RSE et climat, donc climat pour le bilan carbone. Et on fait aussi la formation où on essaye de donner justement les bonnes astuces, les bons tips, et c'est un peu ce que je vais faire aussi aujourd'hui, sur comment utiliser ce sujet, comment autonomiser les gens. Un grand sujet qu'on va beaucoup Ouais. revenir et dont on parle beaucoup et publiquement et dans les médias, c'est voilà, le neutre carbone, la neutralité carbone, qu'est-ce que ça veut dire net zéro, climate positif. Et donc pour ça, on va globalement avoir 3 points aujourd'hui. On va redéfinir un peu 2 grands concepts clés que sont l'effet de serre et les puits de carbone. On va utiliser une petite analogie, la baignoire, pour justement comprendre ce que ça veut dire la neutralité carbone. Et puis à la fin, on conclura sur justement ces 3 termes. Quelles sont les différences entre ces 3 termes? Quelles sont les définitions aussi de ceux-ci? Et quels sont les bons élèves? Durant tout ce webinaire, n'hésitez pas à utiliser le chat pour me poser des questions. J'essaierai de les prendre en parlant si ça va bien passer. Trop bien. Et donc, pour commencer, on va définir un concept que sûrement tout le monde connaît, mais que je préfère quand même redéfinir, c'est l'effet de serre. L'effet de serre, qu'est-ce que c'est? Eh ben, en fait, c'est un phénomène naturel qui est un peu comme une couverture sur la Terre. On sait que le Soleil, tous les jours, envoie de l'énergie sur Terre. Sans effet de serre, on aurait une température mondiale moyenne annuelle négative. Et en fait, il ne pourrait pas y avoir de vie sur Terre, en tout cas de vie humaine. Grâce à l'effet de serre, donc il y a quand même une couverture, une petite serre sur la Terre, on a une température moyenne mondiale annuelle de 15 degrés Celsius, qui permet justement d'avoir une vie sur Terre. Cet effet de serre, je parle de couverture, mais en fait, ce sont des gaz. Des gaz que vous connaissez pour certains, le CO2, le méthane, peut-être que vous les connaissez, d'autres un peu plus techniques. Mais globalement, si on résume, il y en a 7 principaux qui ont été définis en 98. Il y en a plein d'autres, mais qui sont un peu exclus du périmètre. Et ces 7 principaux, on peut les résumer en disant CO2 équivalent, puisqu'on les met tous sous l'égide unique du CO2. Donc on a un effet de serre, une couverture dans l'atmosphère sur la Terre qui garde l'énergie, qui est en fait un ensemble de gaz qui permet de garder cette énergie. Ça, c'est le premier concept. Deuxième concept, c'est les puits de carbone. Les puits de carbone, en fait, ce sont des endroits où vont être stockés les gaz à effet de serre. Puisque ces gaz à effet de serre, quand ils sont émis sur Terre, tout ne va pas directement dans l'atmosphère. Il y a à peu près la moitié qui va dans l'atmosphère et l'autre moitié est répartie équitablement entre 2 puits de carbone existants, qui sont les puits de carbone biogéniques et les puits de carbone océaniques. Les puits de carbone biogéniques, c'est tout ce qui va être plantes, arbres, fleurs en général, via la photosynthèse, ils captent du CO2. Les puits de carbone océaniques, c'est les océans, les mers, qui eux aussi captent du CO2. Et donc la moitié des gaz à effet de serre va dans l'atmosphère, l'autre moitié dans ces puits de carbone. Et donc vous voyez ce petit graphique ici qui vient d'un rapport du GIEC qui montre que plus les émissions de gaz à effet de serre augmentent, plus les puits de carbone captent eux aussi du CO2. Maintenant qu'on a défini les puits de carbone, qu'on a défini l'effet de serre, on va pouvoir débuter justement cette analogie de la baignoire. Si on se dit que l'atmosphère terrestre est une baignoire, et ben en fait on va voir globalement donc un robinet qui sont les émissions de gaz à effet de serre anthropiques. Donc en fait c'est les émissions de gaz à effet de serre produites par les activités humaines. Ces émissions de gaz à effet de serre elles viennent globalement de l'utilisation et donc de la combustion des énergies fossiles
et puis l'industrie. Et on va aussi avoir un siphon. Ce siphon, donc, c'est les puits de carbone. Ces puits de carbone dont on va parler aujourd'hui, c'est uniquement les puits de carbone gérés par l'homme. C'est-à-dire que, je pense que vous allez le comprendre facilement, les océans, on ne peut pas les augmenter, on ne peut pas les diminuer, on ne peut pas les gérer, nous, en tant qu'humains. Par contre, les forêts, par exemple, on peut. On peut planter des arbres, on peut aussi déforester. Et donc, c'est ça qu'on appelle des puits de carbone gérés par l'homme. Donc, c'est des puits de carbone naturels gérés par l'homme, mais on a aussi des puits de carbone anthropiques, dont je n'ai pas trop parlé avant, qui sont des systèmes industriels pour capter du CO2 artificiellement. Donc, un robinet, les émissions de gaz à effet de serre anthropiques, un siphon, les puits de carbone naturels gérés par l'homme ou créés par l'homme, et donc une baignoire qui est remplie par tous ces gaz à effet de serre présents naturellement dans l'atmosphère et qui créent l'effet de serre naturel. Tout cela nous permet d'avoir une température mondiale moyenne de 15 degrés, si et seulement si on a un débit entre le robinet et le siphon qui est identique. On a autant d'émissions de gaz à effet de serre que ce qui est capté par les puits de carbone. Parce que si du coup on n'avait pas cet effet de serre, il ferait combien, tu sais, sur Terre? Alors, de mémoire, c'est les températures négatives. Je crois qu'on est à moins 5 degrés en température mondiale moyenne sur Terre. Mais en fait, on aurait globalement des aires glaciaires, comme on a pu connaître auparavant, qui ne permettent pas la vie humaine sur Terre. Quels sont les puits de carbone faits par l'homme? Question aussi de Théa. Alors, il y a beaucoup d'exemples. Vous pouvez les regarder, ce qu'on appelle des CCS, des Capture Carbon Stockage Systems, qui sont donc en gros des systèmes industriels qui captent du CO2 et par des transformations chimiques le modifient pour changer les molécules. Je ne vais pas rentrer dans la précision de ces systèmes, mais si vous tapez CCS système sur Google, vous aurez plein d'exemples. Que dire des puits de carbone technologiques qui sont énergivores? Je vais garder cette question, Caroline, puisqu'on va en parler juste après, très rapidement. Mais donc voilà, aujourd'hui, si on a un débit entre le robinet et le siphon identique, on n'a pas d'augmentation d'effet de serre naturel, pas d'augmentation de la température mondiale moyenne. Cependant, si mes émissions de gaz à effet de serre anthropiques augmentent, on a ce qu'on appelle un effet de serre additionnel, c'est-à-dire qu'on ajoute du gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Et donc à ce moment-là, vous le voyez à droite, la température mondiale moyenne augmente elle aussi, puisque on a dans cette hypothèse des puits de carbone identiques. Ça, aujourd'hui, c'est un peu le système qu'on a dans le monde. Pour vous donner quelques chiffres et quelques ordres de grandeur, et c'est là où je vais répondre à Caroline. Aujourd'hui, sur Terre, en 2023, on a des émissions de gaz à effet de serre de l'ordre de 36,8 gigatonnes de CO2 équivalent. Ces émissions de gaz à effet de serre n'ont jamais été à ce niveau-là. C'est-à-dire que chaque année, mondialement, on augmente. Les puits de carbone, aujourd'hui, d'un point de vue naturel, on a à peu près aux alentours de 10 gigatonnes de CO2 équivalent, entre 9 et 11 gigatonnes de CO2 équivalent pour les puits de carbone naturels. Et puis pour les puits de carbone anthropiques, on est de l'ordre du négligeable. Je crois que c'est à peu près 1 million de tonnes de CO2 équivalent. Effectivement, ces puits de carbone anthropiques, pardon, c'est vraiment négligeable dans la capture du CO2 et effectivement, c'est pas magique, c'est pas comme des arbres. On a nécessairement justement des intrants autres que le CO2. Donc c'est clairement pas aujourd'hui une solution. Alors ce serait un débat annexe qu'on va pas avoir aujourd'hui, mais on voit que globalement, on peut se dire que ces puits de carbone anthropiques, ils sont négligeables dans la capture du CO2. Et donc, nécessairement, cet effet de serre additionnel, eh ben, il fait augmenter la température mondiale moyenne. On a eu les chiffres très récemment de l'OMM, l'Organisation mondiale météorologique, qui ont dit qu'en 2023, il a fait 1,45 degrés en moyenne sur la Terre, de plus que ces 15 degrés Celsius étant à l'époque pré-industrielle en 1870. Donc on sait qu'on est déjà arrivé à plus 1,45 degrés Celsius. Et pour vous donner un petit ordre de grandeur, les accords de Paris signés en 2015 stipulaient que les États et les gouvernements devaient tout faire pour viser 1,5 degré comme augmentation visée, comme objectif en tout cas, et comme maximum, comme borne maximum à ne pas dépasser absolument, c'est 2 degrés. Donc globalement, on peut se dire que on est déjà arrivé au plus 1,5, donc l'objectif est déjà quasiment dépassé, et les 2 degrés, on va arriver à peu près d'ici 8 ans sur le rythme qu'on a aujourd'hui, sans diminution des gaz à effet de serre. Donc voilà pour un peu cette analogie de la baignoire, pour comprendre un petit peu justement l'effet de serre additionnel et comment est-ce qu'on peut ajouter des gaz à effet de serre. Quel est le rapport avec la neutralité carbone? Eh bien justement, on va en parler maintenant. Comme on a dit, plus on a d'émissions,
à absorption égale, on augmente l'effet de serre. Et donc la neutralité carbone, en fait, c'est juste l'équivalence au niveau planétaire entre émission de gaz à effet de serre et absorption de gaz à effet de serre. J'appuie bien sur ce niveau planétaire, on va en reparler après, pardon. Mais donc neutre en carbone, c'est bien au niveau planétaire autant d'émissions que d'absorption de gaz à effet de serre, tous les gaz à effet de serre compris, CO2, méthane et ainsi de suite. Net zéro cette fois-ci. Net zéro, en fait, c'est juste une traduction de neutralité carbone ou de zéro émission nette. Et donc c'est un terme qui sous-entendrait, alors c'est un terme non scientifique, qui sous-entend une forme d'équation nulle, une réciprocité, une équivalence entre les émissions et les absorptions de gaz à effet de serre pour un périmètre donné, autre que le périmètre planétaire. Et climate positive, c'est assez équivalent, donc c'est un terme non scientifique qui pourrait être traduit par positif en climat, et qui sous-entend cette fois-ci une équation négative entre les émissions et les absorptions de gaz à effet de serre pour un périmètre donné. C'est-à-dire qu'on aurait plus d'absorption que d'émissions de gaz à effet de serre sur un périmètre d'une entreprise, d'un produit ou d'un pays. Ces trois termes, on les a définis, mais avant de vous dire lesquels sont bons, lesquels ne sont pas bons, on va vous faire jouer. Et donc, vous allez pouvoir répondre à une petite question. Laquelle de ces trois pubs est la bonne? Alors, je dis laquelle, il peut y en avoir. Les trois peuvent être des bonnes pratiques, les trois des mauvaises. Il peut y en avoir une seule bonne, deux bonnes. Donc, vous avez mis trois pratiques qui reprennent chacune un terme. Neutre en carbone pour des produits de Evian et Volvic, donc des bouteilles d'eau certifiées neutres en carbone par un organisme externe, Carbon Trust. Pour Net Zero, j'ai pris l'exemple de la FIA, la Fédération internationale des sports automobiles, qui a défini un plan Net Zero 2030 pour la Formule 1. Et troisième point, c'est Climate Positive. Alors, je n'ai pas trouvé d'exemple d'entreprise qui faisait la promotion de Climate Positive, mais j'ai trouvé un article de blog de Greenly, une entreprise qui fait du bilan carbone et de la RSE en France, qui était nommé Why should you become Climate Positive? Donc, pourquoi devriez-vous être Climate Positive? Donc, d'après vous, dans le chat, je vous laisse dire globalement quelles sont les bonnes pratiques dans ces trois pratiques. Vous pouvez dire les trois sont mauvaises, vous pouvez dire une seule des trois, deux des trois, voire les trois sont bonnes peut-être d'après vous. Je vois que Manuela nous dit que les trois sont mauvaises d'après elle. Théa qui nous dit que Net Zero, a priori, je pense, est la mauvaise. Caroline, Net Zero est la bonne. Robert, c'est plutôt la climate positive. La deuxième est n'importe quoi. Bon, on est sur des avis qui quand même ne sont pas tous les mêmes, puisque déjà, le Net Zero, certains disent que c'est OK ou la bonne, d'autres que c'est n'importe quoi. 3, la bonne, climate positive. S'ils étaient dans la même pièce, ils seraient en train de se battre, quoi. Ouais. Bon, c'est assez intéressant quand même de voir tous vos retours qui sont très différents. Le temps qu'il y ait la dernière réponse, eh bien, je vais vous répondre et je crois qu'il y a eu 2 bonnes réponses globalement, qui sont que les 3 sont très contestables. Ou en tout cas, les 3 sont des mauvaises pratiques. Alors, on va rentrer dans l'explication de pourquoi ce sont des mauvaises pratiques. Mais globalement, alors là, il y en a qui ont trouvé la bonne réponse. Pourquoi ce sont des mauvaises pratiques? En fait, il y a 2 explications à ça. Globalement, il y a 2 grands problèmes à dire neutre en carbone, net zéro ou climate positive. Le premier, c'est le périmètre. Comme j'avais dit, neutre en carbone, c'est défini sur un périmètre planétaire fixe. On ne modifie pas ce périmètre. Ou en tout cas, si on le modifie, on n'est plus dans les clous de la science. Le GIEC est très clair là-dessus, et il y a un consensus scientifique là-dessus. On ne parle que du périmètre planétaire. Donc on ne peut faire évoluer ça sur un périmètre administratif, un produit, un service, une entreprise, ou géographique. Quand la France se targue d'être neutre en carbone ou d'avoir un objectif d'être neutre en carbone, ça n'a pas de sens. Net zéro, en fait, c'est à peu près la même réponse, puisque c'est qu'une traduction anglaise de ce que veut dire neutre en carbone. Donc c'est la même réponse, c'est un problème de périmètre. Climate positive, bon déjà le terme moi, me fait plutôt rire, mais c'est un terme qui n'a aucun sens physiquement, puisque le climat, c'est l'étude de la météo sur le long terme. Moi, je ne connaissais pas ce terme. Ça apparaît pour en fait mettre en avant le fait qu'on absorbe plus qu'on émette. Petit point d'attention sur ce terme, justement, ce qui est assez marrant, c'est qu'aujourd'hui, on voit que climate positive, on peut aussi dire climate négative. Le fond veut dire la même chose, c'est qu'on absorbe plus qu'on émet. Et tous les articles qui en parlent disent que c'est la même chose. C'est-à-dire qu'entre climate positive et climate négative, ça veut dire la même chose. Donc, vous voyez que ça n'a pas beaucoup de sens. Et puis, positif en climat, a priori, même en termes de linguistique, ça ne veut rien dire. Donc, à la limite, on pourrait utiliser carbone positive, qui faudrait dire qu'on absorbe plus qu'on émet. Et là aussi, ça pose problème d'abord de périmètre. Et puis, ça pose aussi un autre problème,
qui sont les projets de compensation, les crédits carbone. Puisqu'aujourd'hui, ces projets de compensation, ils sont projectifs pour la très grande majorité. Et donc, par définition, ils sont incertains. C'est-à-dire qu'on va dire qu'on va absorber dans 10 ans autant qu'on a mis cette année. On ne sait pas réellement le réel de ces projets de compensation. J'aurai 2 petites slides après sur aller plus loin, et justement, je reparlerai de ça. Mais donc, c'est quand même les 2 grands points problématiques. C'est les projets de compensation. Ils sont aujourd'hui extrêmement incertains. Les crédits carbone, je n'en parle même pas. Et le périmètre, on doit toujours parler de périmètre planétaire fixe et pas d'un périmètre qu'on changerait, puisqu'on peut toujours le questionner. Et pour juste, vu que j'ai encore un petit peu de temps, parler de ce périmètre, justement, si on reprend l'exemple net zéro de la Formule 1, la Formule 1, techniquement, a dit qu'ils étaient net zéro. Dans leur périmètre de net zéro, ils ne prennent pas en compte les visiteurs qui viennent voir les courses de Formule 1, ils ne prennent pas en compte les écuries, ils ne prennent pas en compte les voitures, ils ne prennent pas en compte les circuits, ils ne prennent en compte que les bâtiments qui appartiennent administrativement à la Fédération internationale des sports automobiles. Donc vous voyez que à ce moment-là, le périmètre, voilà, ça n'a aucun sens. Ouais, la grande majorité de leurs émissions en fait. Voilà, donc c'est du n'importe quoi. Ils ont pris les consommations énergétiques de leur bâtiment et ils se sont dit, allez, c'est bon, on est net zéro. Bah oui, bah en fait, aujourd'hui, ce que beaucoup d'entreprises définissent comme net zéro, bah ils ont raison. Scientifiquement, ils ont absolument pas raison, c'est n'importe quoi. Et là, je prends la Formule 1, c'est des voitures, c'est simple à les critiquer. Aujourd'hui, il y a quand même beaucoup d'entreprises, et vous le voyez, hein, neutre en carbone et climate positive. Vous avez pris les exemples d'entreprises Carbon Trust et Greenly, spécialistes du bilan carbone et de la RSE, qui utilisent pour autant ces termes qui ne sont pas scientifiques. Donc pour résumer, globalement, on ne dit ni neutre en carbone, ni net zéro, ni climate positive, à part si on parle du monde. Le monde peut être neutre en carbone, la planète peut l'être, c'est tout. Et pourquoi ça? 2 problèmes, c'est le périmètre qu'on peut toujours questionner, modifier et faire évoluer, et les projets de compensation qui sont projectifs et donc qui sont par définition incertains. Et juste 2 petites slides avant de répondre aux questions s'il en reste. Donc n'hésitez pas à les mettre dans le chat. Je vous donne des petits articles pour aller un petit peu plus loin que ce que j'ai dit aujourd'hui, pour aller pour pousser un peu le sujet. Premier point, si on revient juste sur ce que j'ai dit au tout début, le concept de la baignoire. Si vous voulez rentrer dans le détail des chiffres de tous les mécanismes qui existent, Jean-Marc Jancovici a fait un article très bien. Alors je ne sais plus le nom exact, j'ai mis le lien, mais je crois que vous aurez... ouais, parfait. Je les partage. Parfait, merci beaucoup. Donc, les puits de carbone ne vont-ils pas absorber le surplus? Donc il donne vraiment tous les chiffres précis et tous les mécanismes. Deuxième point, c'est sur justement ces projets de compensation carbone. The Guardian a fait l'année dernière un article exceptionnel qui démystifiait les projets de compensation et qui expliquait que globalement, aujourd'hui, plus de 90% des projets de compensation via des forêts, même si la certification, ont montré qu'il n'était pas réaliste et pas réel. Et que, en réalité, la projection était fausse. Très important et très intéressant. Et tout dernier point alors là, on ne peut pas faire plus récent puisque c'est un article qui est sorti hier après-midi de César Dugast, donc un manager à Carbone 4 qui a l'idée notamment de la création de la Net Zero Initiative sur SBTI, donc un organisme américain qui aujourd'hui est le plus gros organisme certifiant les trajectoires bas carbone, sur l'acceptation par cet organisme, justement, des crédits carbone. Et donc, depuis hier après-midi, sur LinkedIn, si vous tapez SBTI, vous pouvez voir que tous les cabinets en ont parlé. Ça montre qu'aujourd'hui, il y a un lobbying quand même fort des entreprises pour intégrer ces crédits carbone, ces produits de compensation et finalement ces termes, justement, qu'on emploie, neutre en carbone, net zéro, climate positive, dans les objectifs scientifiques. Mais quand même, malgré tout, la science met ça de côté réellement. Et donc, même si SBTI a accepté ça, ils se sont fait un peu remonter des bretelles par tout le monde, notamment par une lettre ouverte de leurs employés, pour dire que ça n'avait aucun sens que le board ait décidé de cela. Donc, on voit quand même que aujourd'hui, la science est très claire sur ces termes-là. Malheureusement, pas toutes les entreprises et pas tout le secteur professionnel. Je vais essayer de prendre quelques questions rapidement. Je ne sais pas si Ryan, tu as pu en voir dans le chat. Ça reste des bonnes questions bien complètes. Ouais, j'ai envoyé une de Mathilde. Mathilde, ça c'est intéressant parce que je peux répondre rapidement sur les allégations environnementales. Aujourd'hui en France, il y a des règles justement sur l'utilisation de ces termes. Et je vais garder le suspense, mais on en parlera à l'épisode 2 justement, de la loi, des risques réglementaires français et européens. Mais on n'a pas le droit de dire ce qu'on veut effectivement, même si on n'est pas non plus sur des règles très très fortes. Exactement. Et Louis, il y avait une question au-dessus.
Nous avons vu un exemple de certification sur une affirmation douteuse. Quelle est ton opinion de l'économie normative sur ce sujet en général? Exemple éventuel de bons élèves, autres normes plus pertinentes. Aujourd'hui, effectivement, sur les normes qui existent, on a des normes typiquement sur les projets de compensation. On a des normes en France, le label bas carbone, qui est très solide. Mais le label bas carbone, lui, s'engage pas fondamentalement sur des réductions. Le label bas carbone, c'est un label qui spécifie qu'un projet de compensation suit des normes, en fait. C'est comme un produit bio, il suit des normes. Donc, il rentre dans un cadre global qui est OK. Derrière, on a des organismes normatifs qui vont, eux, dire qu'un produit, typiquement, là, ce que je disais, un carbon trust, qu'un produit est neutre en carbone. Bon, ben ça, en fait, moi, mon avis, globalement, c'est de se dire que dans toutes les normes qui existent, on a toujours des gens qui vont un peu jouer avec ça. Il n'y a pas de norme sur la neutralité carbone. Certifier neutre en carbone, ça ne veut rien dire, en fait. Et donc là, ils ont créé une certification interne. Et donc ça existe de plus en plus, des certifications professionnelles créées par l'entreprise qui veulent rien dire. C'est pas un ISO, la neutralité carbone. Ça n'a pas passé une norme réelle. Et donc en fait, je dirais que l'économie normative aujourd'hui, quand on utilise des normes internationales qui sont créées par des organismes reconnus, ça va, mais en fait, c'est très rare dans la comptabilité carbone, si ce n'est inexistant quasiment, puisque c'est un monde qui est très, très, très récent. Donc là-dessus, les certifications elles sont pas vraiment pertinentes, enfin, elles sont pas vraiment existantes, et du coup, les seules certifications qui existent sont créées par les entreprises, et à ce moment-là, elles sont alors plus ou moins pertinentes. Il y a des bons élèves, on en reparlera là aussi à l'épisode 2. Mais aujourd'hui, en fait, on peut se dire que globalement, dès qu'on certifie quelque chose neutre en carbone, la certification ne vaut rien. Après, on peut certifier beaucoup d'autres choses. On peut certifier une bonne stratégie climat. Ça a du sens. C'est ce que fait SBT. Ils vont dire qu'ils peuvent certifier qu'une stratégie climat est engageante et dans les clous de la science. Ça a du sens. Donc, c'est un peu compliqué de faire une réponse en une phrase. Mais globalement, quand on certifie que c'est neutre en carbone, ça ne vaut rien. À part la CSRD, quelles sont les obligations qui s'appliquent aux entreprises? Merci Robert pour la question. Globalement, aujourd'hui, la CSRD, c'est dans les années qui arrivent, l'obligation qui va être dont on va parler le plus, parce que c'est une obligation européenne et très contraignante. Aujourd'hui, en France, si on parle du point de vue juste français, on a à la fois la DPEF d'un point de vue RSE qui inclut le bilan carbone. Et donc, sur le bilan carbone, on a des obligations pour les entreprises de plus de 500 salariés et de plus de 10 millions d'euros de chiffre d'affaires. On a une obligation de bilan carbone sur scope 1, scope 2, scope 3 significatif. Je suis désolé, aujourd'hui, c'est pas le sujet, donc je vais pas rentrer dans la précision de ce que sont le scope 1, scope 2, scope 3, mais vous pouvez regarder. Il y a des très bons articles qui sont faits par plein d'entreprises en plus qui participent au programme Join and Go, donc des blogs de Axio, des blogs de Samy, qui peuvent être très très bien là-dessus et qui vont vous stipuler ça. Mais donc aujourd'hui, il y a des obligations de faire, pas des obligations de résultats, des obligations de moyens, pas de résultats. Donc on a une obligation de faire un bilan carbone au-dessus d'un certain palier. On n'a jamais aucune obligation en France de réduire à tant de pourcents. J'ai essayé de suivre les questions. Je ne sais pas si Oriane a pu en voir d'autres au passage. Le nom des blogs. Claire, quel est le nom des blogs? Oui, ben alors le nom des blogs, moi, un blog, alors un outil plus généralement, qui est très très bien. C'est donc Samy et Axio et Trace. Alors, c'est des concurrents de Tuvalu, donc dites-vous que si je les nomme, c'est que je trouve qu'ils sont vraiment très bien. Je trouve qu'ils sont vraiment des très très bons blogs qui sont assez solides. Et en plus de ça, Samy avait fait un outil, alors maintenant qui est repris par l'ABC et l'ADEME, preuve aussi que c'est plutôt un outil qui est bien reconnu, qui s'appelle le plan carbone général, et qui parle de beaucoup de sujets globalement sur la comptabilité carbone et qui va un peu plus loin que juste le bilan carbone. Qui est très très carré d'un point de vue méthodologique. Je n'ai pas cité Bon Pote, alors je trouve qu'il rentre pas vraiment dans ce sujet de effectivement blog sur la comptabilité carbone, mais après effectivement on peut avoir Bon Pote, Vers le média, ce genre de médias qui sont encore plus larges sur tout l'environnement, sur tout le carbone, qui sont vraiment très très bien. Ouais, Bon Pote, c'est un bon média en effet pour s'informer et rendre les infos accessibles et intelligibles, je trouve. Et juste sur la comptabilité carbone, vraiment Axio, Trace, Samy, je trouve qu'ils sont vraiment très très bien. Et en effet, c'est Axio et Trace, on a travaillé avec eux, Tuvalu pas encore. Mais en tout cas, ouais, c'est des intervenants qui animent des cours sur du coup le bilan carbone et comment on met en place sa feuille de route.
Donc là, c'est pour ça que je vous ai mis une slide avec les différents types de profs qu'on peut voir. Donc soit ce type de structure, soit des entreprises, plutôt des grosses boîtes comme Decathlon ou Marc qui travaillent chez Salomon, ou Thibaut qui était chez Métro. Donc c'est aussi intéressant d'avoir des retours d'expérience de ces grosses boîtes, ou aussi des personnes qui viennent du monde du conseil, comme Olivier qui est chez EY, pour le sujet notamment de la gestion des risques. Donc voilà, ça vous donne un peu un aperçu des professeurs qu'on peut avoir et qui donnent cours chez nous. Et juste pour vous remettre du coup une synthèse des cours que vous pourrez avoir sur ce bootcamp, je vous le remets là. Donc en effet, donc le sujet dont on a parlé aujourd'hui, donc carbone, on le traite pardon, dans la session 3, donc bilan carbone et qui comporte aussi une partie feuille de route. On l'aborde aussi notamment dans la session 2 sur le changement climatique et la gestion des risques. Et après, bien sûr, c'est un sujet qui revient assez souvent, notamment dans la partie cadre réglementaire, comme vous vous en doutez. Et voilà. Et en tout cas, si ça vous intéresse et que vous voulez vous former, il y a une prochaine promo qui va démarrer le 21 mai. Je vous mets les informations là. Voilà, le tarif est de 4 900 €. Donc, comme ça, vous avez toutes les infos. Et si jamais vous voulez en savoir plus, vous pouvez aussi trouver la brochure sur notre site. Et puis, vous pouvez aussi échanger avec Cyrine, avec qui je travaille, si vous avez des questions, si vous voulez savoir si ça correspond à votre parcours et à ce que vous cherchez. Je vais vous partager son contact. Donc, vous l'avez là. Et sinon, je vais vous partager directement. Je cherche le lien de son... Voilà, vous avez son mail ici. Et je vais vous partager le lien de son agenda si vous voulez directement prendre rendez-vous avec elle. Parfois, ça peut être plus simple. Et donc, elle pourra vous expliquer un peu plus en détail le programme et aussi les moyens de financer. Donc, hop, je vous partage. Voilà, là, c'est sur le site. Si vous avez, si vous avez des questions, on peut encore prendre 1 ou 2 minutes pour y répondre. J'ai vu qu'il y avait une question que j'ai passée sans faire exprès, celle de Théa, où je suis un peu remonté. Si une entreprise se targue d'être net zéro, est-ce que ça fait sens? Aujourd'hui, en fait, si une entreprise se targue d'être net zéro, ça ne fait pas de sens. Pour autant, donc c'est la réponse très, très, très grande maille. Pour autant, aujourd'hui, il y a des programmes qui portent le nom net zéro, des programmes pour autant qui, eux, sont dans des organismes qui sont plutôt bons. Je crois de mémoire que Bicorp a un programme net zéro, je ne suis plus sûr. Je sais qu'il y a Elisabeth qui est dans le chat qui pourra peut-être y répondre. On peut utiliser des fois le terme net zéro par des organismes pour autant très, très reconnus et très bons. Donc c'est-à-dire que s'ils se définissent comme étant participants d'un programme qui s'appellerait Net Zéro 2050, on n'est pas obligé d'aller taper dessus directement. Ça peut être un bon programme. S'ils se définissent comme étant net zéro en 2026, eux en tant qu'entreprise, là effectivement c'est pas la même chose. Donc, il y a des programmes qui ont le nom net zéro, Ouais. mais parce qu'il y a un moment où aussi le marketing joue quand même. Il faut des noms. Il y a un moment où si on mettait des vrais noms scientifiques, ce serait, qui rentrent dans le clou de la science, c'est très long, c'est très technique, très détaillé, très très pointu. Donc, effectivement, le marketing peut jouer un peu sur net zéro. Donc c'est un programme qui s'appelle Net Zéro 2050. Ça peut quand même être un programme très bien, très complet et très détaillé et très précis. Donc c'est là où il faut avoir une petite séparation. C'est effectivement, on peut utiliser le terme net zéro sans être directement, sans faire du greenwashing directement. Vraiment. Merci Jean d'avoir pris quelques minutes pour Avec plaisir. Pour répondre aux dernières questions. Et je veux bien aussi, alors si vous pouvez me dire dans le chat, sur une échelle de 1 à 5, ce que vous avez pensé de ce webinaire, pour qu'on sache si ça a répondu à vos attentes. Donc n'hésitez pas à nous mettre une petite note. J'espère que personne ne va mettre 1, mais sinon je suis preneuse de retours constructifs. En tout cas, j'étais ravie de pouvoir faire ce sujet avec toi, Jean. Merci à tous aussi pour vos nombreuses questions. Et on se retrouve déjà la semaine prochaine pour un webinaire avec Maxime Tullier qui a créé Green Letter Club sur l'adaptation au changement climatique. Et pour la deuxième partie avec Jean, ça sera du coup début mai. Donc voilà, à très vite j'espère et bonne journée et bon week-end en avance. Salut! Au revoir. Au revoir.